1914 n'est pas une année que l'on cite généralement pour parler de cinéma. 1914, c'est le moment où toutes les tensions que tous les pays fermentaient, année après année, décennie après décennie, éclatent d'un coup dans l'une des explosions de violence les plus massives de l'histoire de l'humanité. Plus de 10 millions de morts, un emballement technologique spectaculaire, des villes rayées de la carte, les avions de chasse, les chars d'assaut, les obus, les tranchées, la boue, cette merveille absolue qu'est le Lewis Gun, et le cinéma dans tout ça. Est-ce qu'on en avait encore quelque chose à faire du cinéma quand le monde était en train de brûler ? Eh bien, la réponse peut être surprenante, mais en vrai elle est très logique. En temps de guerre, avoir un média nouveau et populaire qui projette de l'image en mouvement et qui immerge autant le spectateur, c'est une arme redoutable. Que ce soit en France, en Allemagne et surtout au Royaume-Uni, les États vont s'emparer des grands studios de cinéma et vont appliquer un contrôle très strict sur les images qui vont être créées. Beaucoup moins de moyens vont être alloués à la création de fiction et on va voir l'émergence du cinéma de propagande et d'information. D'ailleurs, peu de ces films de propagande montreront vraiment des images du front. On va surtout donner une image glorieuse des armées en filmant les étapes de préparation, des défilés militaires, créer des figures héroïques nationales. C'est en tout cas le cas des pays principaux de la guerre, à savoir la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'Italie arrive un peu plus tard dans la guerre et son cinéma va complètement s'effondrer. Une énorme chute de la production nationale et un État qui ne va pas saisir l'occasion d'utiliser son cinéma comme un outil de guerre. Le cinéma italien mettra des décennies à se relever de ce désastre et deviendra un acteur mineur de la production cinématographique pendant toute l'entre-deux-guerres. Aux États-Unis, tout va bien. Ils n'entreront dans le conflit qu'en 1917 et le conflit aura très peu d'impact négatif sur leur production cinématographique. En fait, c'est surtout à ce moment-là que la domination du cinéma américain sur le reste du monde va devenir beaucoup plus concrète. Au final, les pays s'étant aperçus du pouvoir d'influence du cinéma ont permis de le maintenir en vie en lui donnant une importance bien plus grande qu'être un simple divertissement. Ils y ont vu le pouvoir mobilisateur et galvanisant et ils ont vu à quel point le cinéma offrait un refuge pour les spectateurs qui, pendant le temps d'un film, pouvaient oublier leur quotidien devenu beaucoup plus difficile. En ces temps troublés, le public est en quête d'émotions fortes. Il a profondément besoin de ressentir et d'extérioriser à la fois du rire et de la joie, mais aussi une profonde tristesse ou une profonde colère. Malgré la censure, malgré les réalisateurs privés de libertés artistiques, le cinéma continue de croître et sortira de ces 4 ans de guerre bien plus mature et bien plus puissant qu'avant. Et c'est après cette longue introduction, qui aura probablement besoin d'un peu plus de développement dans de futurs épisodes, que l'on va s'intéresser aux films que les gens pouvaient voir dans les salles de cinéma. Je préviens d'avance, cet épisode n'aura pas beaucoup de variété internationale. Sur les 13 films que j'ai vus pour préparer l'épisode, 8 sont américains, et pourtant j'ai vraiment essayé de brasser large. Est-ce que ça y est ? Hollywood devient-il tellement puissant qu'il arrive à éclipser les autres pays des mémoires collectives ? Ce qui est en train de se passer, c'est que sur la côte ouest du pays, commencent à émerger des noms d'entreprises dont vous avez probablement entendu parler. En 1912, Carl Laemmle fonde Universal Pictures. En 1913, la fusion de famous players Jesse L. Lasky et Paramount Pictures Corporation permet la création de Paramount Pictures. En 1915, William Fox fonde la Fox Film Corporation. Oui, c'est l'émergence des grands studios que l'on connaît aujourd'hui, avec également en 1923 Warner fondé par les frères Warner et Walt Disney Company fondé par Walt Disney. Il y en a un dans la liste dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, fondé en 1912 et disparu en 1935, et qui a pourtant eu une énorme importance dans l'histoire du cinéma américain. Je parle de Keystone Studio, fondé par Mack Sennett. Le Mack Sennett qui est à l'origine du film Barney Oldfield's Race for a Life, que j'ai traité dans l'épisode précédent. Mack Sennett, sa plus grande passion,
c'est de produire et réaliser des comédies burlesques à l'humour slapstick. Il permettra l'émergence de grands comédiens et comédiennes américains tels que Roscoe Arbuckle, Mary Dessler, Mabel Normand, Carole Lombard, Harold Lloyd et bien sûr, celui que tout le monde connaît, Charlie Chaplin. C'est la première fois de l'histoire de cette série de vidéos que l'on va aborder une personne que même ceux qui ne s'intéressent pas au cinéma connaissent au moins de nom. Pour l'année 1914, j'ai vu 4 films dont Charlie Chaplin tient le premier rôle. Kid Auto Races, réalisé par Henry Lerman, qui est loin d'être le plus intéressant, qui est même loin d'être intéressant pour être honnête. His Prehistoric Past, réalisé par Chaplin lui-même, qui a un peu plus de matière comique en termes d'idées de mise en scène et de chorégraphie. Mabel at the Wheel, enfin réalisé par Mack Sennett, qui est vraiment sympa, vraiment drôle, excellemment rythmé et très inspiré en termes de gags. Et enfin, Tilly's Puncture Romance, toujours réalisé par Mack Sennett, et c'est mon film préféré non seulement de 1914, mais des 200 films que j'ai vus sur l'entièreté de l'émission. J'ai dit dans l'émission précédente que j'aimais quand les films allaient à l'essentiel et à l'efficacité, et qu'au-delà de vivre une expérience esthétique bouleversante, j'avais surtout envie de m'amuser. Tilly's Punctured Romance me donne tout ce dont j'avais besoin. Ce film, c'est voir des gens casser des trucs et se taper dessus pendant plus d'1 heure, et ça fait un bien fou. La doctrine du film, c'est que tout peut être un gag. Chaque personnage et chaque élément de décor devient un élément qui s'ajoute au chaos. Ce chaos, on va réellement le bâtir, et on va lui donner l'espace nécessaire pour qu'il puisse réellement exister. Et ce n'est pas un chaos qui est créé sans réflexion. Malgré la quantité d'actions qui se passent en même temps, surtout pendant le climax du film, tu sens que tout est pensé et que rien n'arrive au hasard. C'est ça qui me passionne dans le film et pourquoi je le trouve hilarant. C'est de voir autant d'intelligence et de savoir-faire en termes de mise en scène et de chorégraphie au service d'un film aussi stupide en apparence. Également, j'adore voir de vraies performances physiques, des chorégraphies qui peuvent être vraiment dangereuses si mal exécutées. À l'époque, ça n'existe pas d'être cascadeur de cinéma. Certes, il y a un héritage du cirque et du théâtre de vaudeville. On n'a pas attendu le cinéma pour montrer des performances physiques impressionnantes, mais tout est encore à créer pour transposer ce savoir-faire à un nouveau médium, avec toutes les contraintes que cela suppose en termes de cadrage. Tilly's Punctured Romance, c'est un film qui innove et qui s'amuse constamment, et cet amusement nous est parfaitement transmis par les performances des comédiens principaux. Charlie Chaplin évidemment, démontrant un sens de la physicalité et du pantomime vraiment impressionnant, Mabel Normand, un peu plus réservée en termes de jeu, mais qui parvient quand même à être marquante, et surtout Mary Dessler, qui est géniale. Oui, elle a un physique et une corpulence qui est aux antipodes des normes de beauté d'aujourd'hui, mais en termes de démonstration physique et d'expressivité, elle est vraiment impressionnante. Au début de sa carrière, Chaplin n'est pas seul, il est entouré d'une troupe de comédiens tout aussi brillants que lui. À la question « Pourquoi est-ce que seulement Chaplin est devenu une très grande icône du cinéma ?», je n'ai pas encore la réponse, mais je suis sûr qu'elle se dévoilera dans les années qui vont suivre. Ce qui est certain, c'est que la carrière de ces gens sera précisément couverte au fil de l'émission. Bref, Tilly's Punctured Romance, c'est génial. C'est de loin le film du passé qui m'a le plus amusé. Bien sûr, les États-Unis n'ont pas fait que du Chaplin en 1914. Cette même année va voir l'apparition d'un réalisateur qui a un peu fait date. Est-ce que vous connaissez Cecil B. 2000 ? Là, on est sur une très grosse pointure. Les 2 films Les 10 Commandements, évidemment. Même si vous n'avez jamais vu un de ces films, vous connaissez très probablement ce plan. Cléopatra en 1934, Samson et Dalila en 1949 ou The Great Show on Earth, oscarisé du meilleur film en 1953. Cecil B. 2000, c'est un nom que l'on associe à la démesure, au gigantisme, à des péplums bibliques de très grande ampleur. En 1914, il débute sa carrière avec 2 films, The Virginian et The Squawman. Virginian, c'est sympa, mais je n'ai pas trouvé grand chose de très notable. Beaucoup plus d'intertitres que d'habitude et donc un vrai travail du dialogue, des scènes tournées dans de très beaux décors extérieurs et faisant très réel, et quelques idées de mise en scène un peu innovantes. Mais pour l'instant, pas grand chose qui le distingue de ses collègues. The Squawman a un contexte historique assez notable. Il s'agit du tout premier film tourné à Hollywood. Grâce au succès du film, les gens ont commencé à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire là-bas. Cinématographiquement, je trouve The Squawman plus intéressant. On a une narration et un rythme de montage particulièrement fluide, une scène d'incendie dans un bateau vraiment bien faite, un personnage féminin qui va être réellement actif dans le film, on la voit sauver la vie du personnage principal, et c'est suffisamment rare pour le cinéma de cette époque pour le mentionner. Et globalement, le film traite de thématiques assez matures, explorant la psychologie de personnages complexes et nuancés à travers un exil et une quête de rédemption, et à travers un union qui bouscule les conventions sociales. C'est pas mal, mais personnellement ça ne m'a pas beaucoup marqué. C'est toujours intéressant de voir les débuts de grands auteurs de cinéma. Même si la plupart du temps, leurs premiers films sont loin d'être les meilleurs, j'aime beaucoup observer cette bascule entre un style très conventionnel dans un premier temps, un style très à part, une fois l'expérience et le savoir-faire acquis. D'ailleurs, en parlant de grands auteurs, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas attardé sur un film de Griffith.
1914, c'est l'année où il commence à s'intéresser au format long métrage, et où ses films gagnent de plus en plus en ampleur. Pour l'année 1914, j'ai regardé Judith of Bethulia. On est sur du pur film de guerre antique, opposant l'armée assyrienne, dirigée par l'impitoyable Holoferne, à la ville de Bethulia. Toujours dans une démarche de donner aux comédiennes des rôles de femmes vraiment intéressants, on va suivre Judith, qui pour sauver son peuple de la domination assyrienne, va user de ses charmes pour séduire l'empereur, puis le décapiter dans son sommeil. Apprenant la mort de leur général, l'armée assyrienne abandonne cette campagne militaire. Le scénario est simple, vraiment limpide, et permet de mettre une couche narrative et émotionnelle aux scènes de bataille. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques épisodes, vous aurez deviné que ce sont les scènes de bataille qui m'intéressent le plus ici. Pour mon plus grand plaisir, elles sont au nombre de 3 et sont réalisées avec un savoir-faire assez inédit. Déjà pendant tout le film, on a un vrai soin apporté à la composition des plans. Même dans de simples scènes de dialogue, on est très loin de l'époque où on pensait le cadre comme un simple plateau de théâtre. On se sent immergé dans cette ville. On sent que la caméra ne capte pas tout ce qu'il y a la même densité dans leur champ, que cette ville existe avant et après le film. Je n'ai jamais vu un film historique de cette époque aussi immersif. Puis on a la première bataille qui commence. Je suis impressionné par les moyens mis en œuvre. Des centaines de figurants tous armés, costumés et avec des chevaux, des flèches qui fusent à toute vitesse et qui font vraiment réel, un sens de la chorégraphie pour donner une vraie notion d'impact au coup, même s'ils sont faux. Le découpage est vraiment bon pour créer de la dramaturgie lors de la première charge, avec d'abord un plan sur la population toute tranquille, puis l'armée qui charge, puis la confrontation. Ça donne vraiment du poids à ce qu'il se passe. On a un angle de caméra assez malin pour montrer la différence des rapports de force. D'abord ce plan avec les habitants en train de fuir, puis ce plan avec l'armée qui charge. Cet angle de caméra, plus le fait qu'ils soient sur des chevaux, leur permet de remplir toute la hauteur du cadre, contrairement aux habitants, appuyant habilement leur supériorité. On a une deuxième bataille qui est encore plus impressionnante, où l'on va défendre la muraille à tout prix. À la fois c'est chaotique visuellement, mais on se rend compte que tout est à sa place et parfaitement ordonné. Pour l'instant je me régale. On a une troisième bataille qui éclate dans un champ complètement ouvert, et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une analyse poussée pour voir en quoi cette scène est démente. Une caméra au ras du sol, capturant parfaitement la grandeur et la puissance des assaillants, des plans de coupe à échelle humaine et qui contrastent avec les plans d'ensemble qui peuvent donner l'impression de voir une bataille de Playmobil du point de vue d'un gosse, même l'après-bataille est d'une rare violence. Il y a une volonté de représenter la guerre et la misère qu'elle amène de façon crue et sans demi-mesure. De plus, ces images servent la progression émotionnelle, permettant au personnage principal de trouver le courage d'assassiner l'antagoniste. La dernière bataille suit la même logique esthétique que les 3 précédentes. On a la présence du feu qui ajoute une certaine tension et on a toujours des plans d'ensemble vraiment impressionnants. Judith of Bethulia réunit toutes les qualités nécessaires pour créer un vrai grand film épique. Avec ce film, Griffith revient pour moi sur le premier plan de l'histoire du cinéma. Un premier plan qu'il ne va pas quitter tout de suite, au vu des films que je vais traiter en 1915 et 1916. On a encore 2 films américains à aborder et après promis, on voyage un peu. Je vais aller vite sur The Land of the Headhunter, réalisé par Edward S. Curtis. Un film à moitié fiction, à moitié documentaire, visant à montrer la vie du peuple des Kwakwaka'wakw. En particulier la pêche, la chasse, les rituels et la guerre. C'est un objet historique qui mérite d'être conservé et redécouvert. Il y a même plusieurs instants qui parviennent à me saisir, mais globalement, c'est un film qui me laisse un peu de marbre. Et le dernier film américain que l'on va traiter me fait extrêmement plaisir, car on va enfin, après 3 épisodes, retourner voir comment a évolué le cinéma d'animation. Gertie the Dinosaur, réalisé par Winsor McCay, le même qui réalisa Little Nemo en 1911, est super cool. On passe clairement un step en termes d'animation. C'est un film qui emploie des techniques que l'on n'a jamais vues avant dans ce médium, notamment des repères graphiques permettant de garder une stabilité entre 2 frames. On a également une gestion de la perspective bien plus poussée, et surtout, on ressent la masse de Gertie, et c'est ça le plus important. Gertie c'est un sauropode de plus de 20 mètres. Ressentir la masse de Gertie lui permet de devenir concret dans son univers graphique. Ça passe à la fois par les mouvements et par l'interaction avec l'environnement. Lui donner du volume c'est bien, mais si on peut lui donner une personnalité, c'est encore mieux. Comme dans Little Nemo, on a à la fois une partie cartoon et une partie fiction. Dans Little Nemo, on nous montrait d'abord la conception du court-métrage, puis on nous montrait le résultat final. Gertie the Dinosaur va pousser ce concept de film dans le film encore plus loin, en nous montrant les animateurs interagir et parler directement avec leurs dessins. Et j'adore ce dispositif, ça rend Gertie encore plus réel qu'il ne l'est déjà, et ça rend le métrage très ludique et drôle à suivre. Avec ce travail sur les expressions du visage, parfois confuses, parfois tristes, je l'adore. C'est un film qui me plaît beaucoup, que ce soit sur l'aspect technique et sur l'aspect comique. On en a enfin fini avec les films américains. Pour les autres pays, je vais aller du moins intéressant à la petite pépite que je suis très fier d'avoir dénichée. Faisons un tour en France.
j'avais envie d'évoquer les débuts de la carrière de Maurice Tourneur. Grand nom du cinéma français jusque dans les années 40 sans non plus être un incontournable, on doit à Maurice Tourneur pas mal de films qui ont fait date. Il commence sa carrière en réalisant plusieurs films en 1914, dont Figure de cire, qui est vraiment pas mal. C'est à son époque l'un des films les plus explicitement horrifiques. Maurice Tourneur va faire preuve de beaucoup de maîtrise et d'inventivité pour créer du suspense, voire de l'angoisse. On a une caméra assez mobile, permettant de révéler ce qui est important et déstabilisant, soit au moment où le personnage s'en rend compte, soit au moment où le réalisateur veut le montrer au spectateur. Cette mobilité de la caméra permet au hors-champ d'exister, nous faisant comprendre qu'un seul cadre ne nous permet pas d'avoir un contrôle visuel sur tout. Le spectateur se sent donc vulnérable, car quelque chose pourrait exister dans la pièce sans que la caméra ne l'ait encore capturé. Avoir une caméra mobile donne également l'impression que l'environnement ne dépend pas du regard filmique pour exister, le rendant beaucoup plus tangible et menaçant. C'est un peu le seul aspect du film sur lequel j'avais envie de développer. Le film est court et est assez banal sur ses autres aspects. Ça se regarde sans déplaisir, mais c'est loin d'être excellent. On va maintenant partir en Italie. Je passe très rapidement sur Sangue Blue, car malgré des plans vraiment soignés, je n'ai vraiment pas accroché. Le film dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est Cabiria. Cabiria, c'est le plus grand film italien des années 10. On parle d'un film de plus de 2 heures, on parle de moyens financiers complètement déraisonnables, et on parle surtout d'une renommée internationale, influençant même le cinéma américain. Intolérance, que l'on traitera en 1916 et qui est considéré comme le plus grand film des années 10, tout pays confondu, s'est beaucoup inspiré du savoir-faire italien, en particulier de Cabiria, en matière de grand spectacle. Comme je l'ai dit dans l'intro, le cinéma italien est celui qui va le plus souffrir des conséquences de la Première Guerre mondiale. Le film dont je vais vous parler est certes un monument, un film qui a réellement fait date dans l'histoire du cinéma, mais est aussi considéré comme le baroud d'honneur du premier âge d'or du cinéma italien. Ok, tout ça c'est très stylé, mais le film en lui-même, il vaut quoi ? Eh bien en effet, le film enchaîne pas mal de scènes de grande ampleur qui valent vraiment le détour. Le film nous fait suivre Cabiria, jeune esclave en quête de liberté, dans un monde en pleine deuxième guerre punique. Le film commence ni plus ni moins que par l'éruption de l'Etna, une scène qui n'est pas aussi impressionnante que le Vésuve des derniers jours de Pompéi, mais qui me procure déjà beaucoup de plaisir. Il y a un jeu de rapport d'échelle assez plaisant grâce à une superposition de plans. L'accent est mis sur la destruction, une destruction assez impressionnante et divertissante. On arrive ensuite sur la scène du Moloch. Déjà un décor de fou et surtout la scène la plus violente que j'ai pu voir en termes de concept. Voir des gamins se faire sacrifier en l'honneur d'un dieu païen, même filmé de loin, c'est assez surprenant pour l'époque. On a des plans sur l'armée d'Hannibal qui progresse dans les Alpes. Peut-être l'un des plans les plus difficiles à créer de tout ce qu'on a vu jusque-là. On a une très courte scène de bataille navale, mais suffisamment longue pour créer un plan d'ensemble vraiment marquant. Il est évident que l'on est face à de la maquette, mais je trouve qu'on y croit vraiment. Ensuite, on a une pyramide humaine que je ne pensais pas humainement possible. Des travelling assez discrets, mais qui donnent un peu de vitalité au film. Des plans dans un désert particulièrement soignés en termes de composition. Des jeux sur la profondeur de champ. Une grande scène de bataille où l'on va se mettre des coups de lance. On va se balancer des pierres depuis une grue. On va faire des chutes assez impressionnantes. C'est ma scène préférée du film, cette bataille est particulièrement ludique à suivre. En vrai, c'est assez difficile de parler du cinéma italien de cette époque. Le principal problème que j'ai avec ce cinéma, c'est qu'il m'est quasiment impossible d'y dégager une vraie personnalité de cinéaste. J'ai plus l'impression de voir du cinéma d'État ou du cinéma d'entreprise que du cinéma d'auteur. Le film est réalisé par Giovanni Pastrone d'ailleurs, le gars qui a réalisé Giulio Cesare en 1909. Et pour quelqu'un comme moi qui accorde une immense importance à l'auteur, à l'être humain qui réalise le film, ce n'est pas normal que je m'intéresse à qui a créé le plus grand film italien des années 10, des jours après le visionnage. Dans le cinéma italien de cette époque, l'auteur n'est pas très important. Il n'est que le technicien qui va mettre en image les directives de l'État ou des studios. Résultat, les films italiens à grand spectacle se ressemblent beaucoup. Ils vont constamment se concentrer sur la Rome antique, comme si leur histoire n'était pas intéressante entre la chute de l'Empire romain et les années 10. Ils vont toujours représenter les scènes de grandes catastrophes de la même manière, gérer le cadre et la mise en scène de la même manière, diriger les comédiens de la même manière, et c'est peut-être une piste intéressante pour expliquer pourquoi le cinéma italien s'est effondré dès la fin de la Première Guerre mondiale. Quand on a un cinéma qui est aussi étatique et que l'État s'effondre ou ne porte plus aucun intérêt au financement de la création cinématographique, on n'a pas vraiment d'auteur affirmé pour prendre la relève. L'Allemagne, à titre de comparaison, a elle aussi énormément souffert pendant et surtout après la guerre, et pourtant, son cinéma s'est tout de suite renouvelé. Avec l'arrivée de très grands auteurs comme Fritz Lang ou Murnau pour les plus connus, on pouvait voir de très grands films avec une direction artistique particulièrement marquée dès la fin de la guerre. Les États-Unis, c'est un cas à part. Ils n'ont jamais eu à souffrir de la guerre, mais on constate tout de même l'émergence de grands auteurs comme Griffith, Cecil B. DeMille ou Charlie Chaplin. La France, pour le coup, a souffert de la Première Guerre mondiale, mais a tout de même su conserver une vraie vitalité, notamment grâce à des initiatives
tels que le cinéma sous forme de série, tel qu'instauré par Louis Feuillade, ou l'émergence de grands auteurs et autrices, tels que Germaine Dulac dès 1915, Marcel L'Herbier dès 1919, ou bien évidemment, Abel Gance dès la même année. Ça a permis à notre pays de rester passionnant pendant et après la guerre. La Russie, ça a été un peu délicat, notamment pendant la révolution de 1917, mais va devenir surpuissant sur la scène internationale dès les années 20. L'Europe du Nord est restée neutre pendant la guerre, et sa production cinématographique a peu été impactée, que ce soit la Suède, le Danemark... Le Danemark. Ok, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce pays qui me donne à voir le plus beau film depuis le début de cette émission, et de manière générale, l'un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu de ma vie. Est-ce que vous connaissez cette petite merveille qu'est le X mystérieux? Je vais pas essayer de prononcer le titre dans la langue d'origine. Réalisé par Benjamin Christensen, le film me fait déjà hurler de joie, rien que par la qualité de sa copie. C'est l'un des films les mieux conservés de cette époque que j'ai pu voir, et c'est un pur bonheur. Je ne peux que remercier la chaîne YouTube de Psyatioat, qui se charge d'archiver beaucoup de vieux films gratuitement, et souvent dans une excellente qualité. Et vraiment, s'il y a bien un film qui méritait un soin particulier à sa conservation, c'est bien celui-ci. Le film est magnifique. Il est magnifique dans la gestion de la lumière et de l'obscurité, magnifique dans ses effets de contre-jour, magnifique dans ses idées de cadre. J'ai l'impression d'avoir fait un saut 10 ans dans le futur, tant le film est moderne, à la fois dans sa technique et dans sa narration visuelle. Je ne pensais pas par exemple qu'il était possible d'exciter la lentille de la caméra dans une telle pénombre dans certains plans. Le grain donne une texture et une élégance vraiment particulière à l'image, et je m'y sens immergé. Je suis conscient que l'élégance peut être une impasse esthétique, la beauté peut s'incarner d'autant de manières qu'il y a de cerveaux créatifs, et même moi, j'ai des œuvres que l'on pourrait qualifier de disgracieuses dans mes films préférés. Mais en l'état, c'est un pur bonheur. Bon, l'analyse que j'en fais est un peu superficielle, mais si vous voulez voir quelque chose de bien plus complet sur ce film, je vous invite soit à regarder le film directement, soit à aller voir la très bonne vidéo de Movie Cyclope sur la carrière cinématographique de Benjamin Christensen. Ce réalisateur est un nom assez important du cinéma danois, avant que Dreyer devienne la référence du cinéma danois, et Le Mystérieux X est son premier film. Il arrive avec un savoir-faire et un sens de l'esthétique vraiment impressionnant, avec un film de plus d'1 heure dont l'intrigue est vraiment prenante, et en y mettant les moyens. Par exemple, je pense que c'est la première fois que je vois de vraies explosions dans un champ de bataille pour mimer l'impact des coups de canon. Et c'est vraiment des scénarios que j'adore, un artiste qui vient de nulle part, et qui pose de nouveaux standards dès son premier film. Et c'est là-dessus que je vais conclure cet épisode. 1914, c'est une année de cinéma vraiment démente, avec plusieurs films qui m'auront vraiment marqué. J'ai très hâte de vous parler de 1915, j'ai très hâte de m'arracher les cheveux sur le paragraphe de Birth of a Nation. Je vous dis à la prochaine, en vous souhaitant une bonne journée.